Alex, amène à toi. La tradition pousse de nous des cadenas. Voilà la coquine. Putain de merde. Oh. 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 Oh, elle est bonne. Oh. Oh putain, bon. Les amis, On se la fait cette interview ou pas là? alors, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette petite vidéo qui est un peu spéciale puisque dans cette vidéo là j'ai le plaisir d'interviewer Alex Bizot. Tu vas bien Alex? Bah écoute, ça va On très se serre bien. la main, c'est la tradition ici. Ah, on se serre la main parce que ça fait quand même, on a fait toute une rando ensemble déjà. Ouais, mais ça ils le savent pas. Ah d'accord, ok, d'accord. Alors pour vous présenter Alex très rapidement, alors officiellement c'est un blogueur professionnel dans la niche du voyage. Et au-delà de ça, c'est un mec qui est très sympa. Mais tu sais quoi Alex, je vais te laisser te présenter avec tes propres mots, de ta propre façon. Ouais. Ce sera mieux que moi. Bien sûr. Donc je m'appelle Alex Bizot et je suis aujourd'hui ce qu'on appelle un influenceur voyage. Et j'ai commencé ce métier en 2011, donc ça fait quasiment 8 ans. À l'occasion de mon tour du monde, j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai créé un blog. Et depuis en fait, je me suis jamais arrêté. Bon, maintenant que la petite présentation est faite Alex, comme tu peux voir j'ai une petite liste de questions, donc je vais t'en poser quelques-unes. On va commencer avec des questions plus générales, puis ensuite on rentrera vraiment dans le cœur du sujet, Dis-moi. à savoir le voyage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Ouais, écoute, j'ai fait un BTS tourisme, ensuite j'ai fait une licence pro. Entre les deux, j'ai fait une année de césure où j'ai été 6 mois aux États-Unis en tant que garçon au père. Ça, c'est bien ça. Et ah, bah d'accord, je vois, le mec, il n'y a plus rien Ah dans bah, il y en a celle-là. plus. D'accord. Excuse-moi, non, Non, y a mais plus. Continue, concentre-toi Alex, concentre-toi. Ensuite, j'ai fait une licence pro où je suis parti 6 mois en Espagne et en Erasmus. Donc ça, Et- ça t'a fait, t'étais BTS, donc t'as fait... Après, j'ai un master, pas un master, une licence, donc j'ai un bac plus 3. Ouais. Et ensuite, bah, j'ai commencé à bosser juste après. Tout le monde est parti en master et moi j'avais vraiment envie de commencer à bosser, à rentrer dans la vie active. Donc je suis rentré au service client d'une société, mail center, d'une agence de voyage en ligne. Et j'ai eu de la chance parce que c'était une boîte qui était en pleine expansion. Je suis arrivé, on était 80, je suis reparti, on était 500. Et en fait, je suis parti 5 ans plus tard. Et en fait, chaque année, j'ai eu la chance d'avoir une promotion. Je suis arrivé comment dire, conseiller web dans un service client et je suis reparti directeur de clientèle en régie pub. D'accord, Donc, c'est dans quelle boîte ça? Chez voyagesncf.com qui s'appelle depuis récemment Oui SNCF. Et en fait, j'étais dans le département où je vendais des espaces pubs, gérais des partenariats, etc. Donc en fait, même pendant ton travail dans la vie active, t'étais directement dans une niche du voyage. Finalement. Ouais. Alors même si moi, mon métier direct, c'était de vendre de la pub, j'étais dans la sphère d'internet et du voyage. Ok, donc ensuite, comment ça s'est passé la transition de ton métier, puis ta vie de voyageur, t'as fait un tour du monde si je me trompe pas, c'est Ouais, bien c'est ça? Raconte-nous un peu. Bah, je Tu veux de l'avion de voilà, Sushi, voilà. d'accord. L'autre il regarde l'avion de Sushi. Bah, attends, tu me Ok, poses. allez vas-y. Voilà, ah ouais. T'en voulais. Ah, d'accord. Alors ok. On est en train de se faire un petit peu de beef jerky pour ceux qui connaissent pas, c'est très bon. Vas-y, je t'écoute. En gros, ce qui s'est passé, c'est que un jour, quand tous les feux étaient ouverts, j'ai posé ma démission, j'ai lâché mon appartement et T'avais quel âge? j'avais 27 ans. Ok. Et en fait, je suis parti réaliser mon plus grand rêve qui était de faire le tour du monde pendant 1 an. Et quand je suis rentré, j'ai commencé à remettre le costard, à aller dans les cabinets de recrutement et je me suis même retrouvé en finale du même poste chez le concurrent, chez lastminute.com. D'accord. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais putain, mais est-ce que j'y retourne? Est-ce que je retourne après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que ça m'a permis d'évoluer, de comprendre ce dont j'ai envie dans la vie, de peut-être mes objectifs, mes affinités. Je vais juste retourner à mon ancien taf, ça aurait été juste une pause. Et vu que je suis pas profondément commercial dans l'âme, même si c'était mon métier où j'ai pas la patte du fric, c'est pas ce qui me motive dans la vie. Je me suis dit bah non, je pense pas que ce métier est fait pour moi, vendre de la pub, non. C'est très bien, ça m'a appris plein de choses, ça m'a permis de gagner de l'argent, mais voilà. Donc j'ai dit allô, je retire ma candidature. Ils m'ont dit pourquoi, je dis parce que j'ai trouvé mieux et le mieux c'était cette nouvelle vie que j'allais essayer de chercher en fait. Donc pour récapituler un petit peu, t'es parti faire ton tour du monde à l'âge de 27 19 ans, ça c'est toi ça. À l'âge de 27 ans, t'es parti faire un tour du monde. Ouais. Donc de 27 à 28 ans, t'as fait combien de pays d'ailleurs pour ton tour du monde? De 27 à... j'ai fait... Vous allez voir, cette interview ne sera pas du tout structurée, c'est vraiment une conversation. Non, mon tour du monde, j'ai fait... ça fait 1 an, j'ai fait
Birmanie, Thaïlande, Laos, Chine, Mongolie, Bali, Papouasie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande. Ensuite rapidement Chili, Argentine, Brésil. Rapidement. Non, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait à peu près un mois par pays, sauf Chili, Argentine, Brésil que j'ai fait en fait en 3 semaines. J'ai fait une petite semaine à chaque fois. Et après j'ai fait Bolivie, Pérou et Colombie. D'accord, donc ensuite, après ce... Je reviens pas sur le nombre de pays qu'il a fait, c'est assez impressionnant. Hein. Mais après ce retour en France, du coup, t'as pas voulu reprendre ton métier d'origine. Et du coup, tu t'es lancé un nouvel objectif qui était de devenir nomade digital, si je comprends bien. Bah, à l'époque on n'appelait pas ça comme ça, tu sais, c'était en 2012. Ouais. Et l'air de rien, tout ça c'est assez récent. Et nomade digital, t'en veux un petit bout ou pas? Non mais j'ai tout le paquet qui m'attend. Ah ok, c'est bon, c'est bon ton truc. C'est pas mauvais. Ouais. Ouais, pas vrai. Ça n'existait pas vraiment nomade digital. Influenceur, ça a quoi? Ça a 2 ans. Donc j'avais envie d'être blogueur parce que j'avais vu que blogueur, peut-être qu'on pouvait gagner sa vie avec. Peut-être c'était un métier, je sais pas en fait. Vu que pendant mon tour du monde j'avais créé ces vidéos, j'avais créé ma chaîne, enfin j'avais surtout créé mon blog, et d'ailleurs qui avait été récompensé meilleur blog voyage de l'année. Il a réussi à le mettre, à l'intégrer dans il faut Franchement, bien joué. Non mais il faut placer, tu vois. J'ai pas eu beaucoup de récompenses dans ma vie, celle-là je la place. Mais non, honnêtement pour le c'est coup, pas mal. Meilleur blog de l'année dans la niche du voyage ou dans toutes les niches dans les niches du voyage. C'était au Golden Blog Award et ça primait en fait chaque secteur. En plus c'était la première année que tu le lançais ton blog, si je comprends bien. Exactement. Ah ouais, quand même. Non, c'était cool. T'as devancé des gens qui étaient blogueurs depuis plusieurs années déjà. Ouais, peut-être. Mais il y en avait pas tant que ça à l'époque. Franchement, c'est vrai que c'est un des précurseurs. Non, mais c'est vrai. Ta génération et ceux qui ont vraiment commencé, vous êtes des modèles puisque c'est vous qui avez testé ça. On a moins de mérite, ceux qui commencent, puisque finalement on peut regarder ce que vous avez fait, les erreurs que vous avez faites, ouais, pour essayer de les éviter. C'est bien, mais c'est génial parce que c'est vrai que j'ai eu un... Ça n'a pas été facile pour moi parce que cette nouvelle phase, j'étais très heureux, mais le gros problème c'est que je passais d'une vie où je savais combien je gagnais, quand je gagnais. Et puis finalement en plus, quand je passais la porte du bureau, moi les soucis je les laissais au bureau. Et je passais de ça à une vie où je savais pas combien j'allais gagner d'argent, quand j'allais gagner d'argent et comment en plus. Peut-être qu'une certaine partie d'entre vous ne savent pas ce que ça veut dire, nomade digital. Tu peux leur expliquer le terme? Bien sûr. Ouais. En quoi ça consiste? Comment tu fais pour gagner ta vie dans le blog? Oui, ça dépend de toutes les Un nomade digital, c'est une personne qui peut exercer son métier à partir du moment où il a une connexion internet et un ordinateur. Donc ça peut être graphiste, développeur, ça peut être rédacteur web, ça peut être plein de choses. Moi aujourd'hui je suis blogueur voyage, influenceur voyage donc. Et je gagne ma vie comme un créateur de contenu en fait, comme un mec en vidéaste qu'on va prendre pour son mariage ou un photographe, ou tu vois, on va le rémunérer pour ça. Et ben moi de la même façon je vais travailler surtout avec des offices de tourisme, surtout étrangers, de pays étrangers, parce que c'est ça qui me plaît. Et on va m'envoyer pour aller expérimenter les choses, produire des vidéos, produire des photos et les partager sur mes réseaux. Et parce que j'ai une communauté autour de ça, moi je fais toujours des voyages que j'aime pour moi, tu vois, je vais aller en Iran, au Kyrgyzstan, je vais aller à Taïwan. Et entre ces voyages là, il y a des offices de tourisme qui disent Alex, nous on aimerait bien aussi que tu viennes chez nous et puis que tu fasses des vidéos. Et là on va me rémunérer pour ça. Pour moi le plus fou, c'est que il y a 7 ans, je rêvais d'un job qui n'existait pas en fait. Et je l'ai aujourd'hui. L'important c'est même pas de savoir si je suis le meilleur ou pas le meilleur. L'important c'est de dire putain je rêvais d'un job. Genre j'étais même pas je rêvais pas d'être astronaute. Ça existe et genre c'est difficile mais je rêvais d'un job. Ça existait pas influenceur. Genre on disait moi je veux travailler pour le guide du routard ou peut-être ou être présentateur d'émissions de télé. Aujourd'hui je suis ma propre entre guillemets émission. Et quand on vient me voir, c'est pas M6 qui va me dire faut faire comme ça et présenter comme ça, tu vois. On va me dire Alex, on aime bien ta façon de vivre une aventure. Ta carte blanche. Et voilà ta carte blanche. Nous on aimerait que tu ailles dans telle région de notre destination, parle-en. Et voilà, à ta façon. Et ça c'est génial en fait. Donc tu restes vraiment indépendant et ça c'est super quoi. Exactement. Ok, merci. Je vais essayer de reprendre un petit fil conducteur quand même. Vas-y. Depuis quel âge tu as cette passion pour le voyage? Ça c'est des réponses au tac au tac. Je sais pas, je dirais l'adolescence. Adolescence, pour avoir fait un BTS tourisme, ça veut dire que tu étais quand même prédestiné. En fait, j'avais pas l'impression de l'avoir. Mais je pensais que je l'ai eu un peu plus tard et en fait les gens me disent ouais mais t'as fait BTS Tourisme. Ouais, effectivement si j'ai fait BTS Tourisme c'est que ça devait déjà un peu me trotter dans la tête. Ok, bon alors on va dire jeune. Assez jeune t'as toujours adoré voyager. C'est vrai que c'est toujours intéressant. Moi ce que j'aime bien
j'ai pas fait toutes ces vidéos parce qu'il en a un paquet sur sa chaîne qui sont très sympas, d'ailleurs je vous invite vraiment à les visionner. Mais les quelques vidéos que j'ai pu voir, ce que j'ai adoré, c'était qu'il entrait vraiment avec la population locale. Il arrive à nous amener avec lui au travers de ces vidéos et on sent vraiment qu'on partage la même aventure que lui. Donc voilà, Merci. Une petite parenthèse pour te Putain, féliciter de ce tu me fais côté-là. aussi de l'autopromo, c'est bon ça. Bah, c'est plus de l'autopromotion, c'est de la promotion tout court. Ouais. Quand tu as voulu faire ce tour du monde, est-ce que tu as décidé, tu as bien préparé pendant 2 ans auparavant, 3 ans auparavant, ou ça a été vraiment sur un coup de tête en mode je démissionne, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais voir le monde? Le côté où je prends ma décision, ça a été assez rapide. Je venais de me séparer de ma copine de l'époque et je me suis dit, bah en fait, c'était le signe que j'attendais de... Je venais de changer de boulot aussi, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi changé de boulot, donc je dis là, j'ai plus d'engagement, c'est le moment d'y aller en fait. Et par contre, entre le moment où j'ai décidé et le moment où je suis parti, il y a eu 4 mois. Tu vois, ça s'est passé au mois d'août et je suis parti au 1er janvier, donc il y a eu 4 mois où tranquillement j'ai pu préparer, j'ai pu profiter de l'été avec mes potes avant de partir et faire un petit peu mon itinéraire. Donc, mais en général, 3 mois ça suffit largement pour préparer un tour du monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta préparation pour ce tour du monde? Peut-être que certains d'entre vous sont intéressés justement. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? En fait, c'est 2 questions. Une, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et comment toi tu as fait pour préparer? En fait, je voulais savoir quels étaient les pays qui me faisaient rêver et qu'il était difficile d'accès pour des vacances de 1 ou 2 semaines, tu vois. Typiquement la Mongolie ou la Papouasie ou la Nouvelle-Zélande, c'est un peu loin, c'est un peu cher, donc je me suis dit ok, je vais mettre ces pays là par exemple. Ensuite j'ai essayé de voir la saisonnalité, tu vois à quelle période c'est mieux d'aller dans tel pays. Si tu vas en Asie en période de la mousson, c'est quand même moins fun que la saison sèche où il fait beau, où c'est plus sec, etc. Donc quand j'avais ma liste de pays, au début j'avais une vingtaine de pays, 25 pays, après j'ai commencé à enlever tous ces pays où je me dis bah, celui-là je pourrais plutôt le faire en vacances ou ça, bon bah, c'est un peu moins, pour garder vraiment ce qui me faisait kiffer. Et quand j'ai eu les pays qui me faisaient kiffer, et que je m'étais dit bah, il faut que je parte au mois de janvier, bah, j'ai regardé les pays par lesquels, à l'endroit où c'était la bonne saison au mois de janvier, et j'ai commencé par là en fait mon tour du monde. D'accord. Donc ça s'est fait assez simplement. Faut juste regarder un petit peu, ça prend du temps. Ça a été un mélange entre tes choix, ils sont faits en mélange avec conditions climatiques, bien sûr tes envies des pays que tu avais envie de visiter, et donc c'est 2 critères principaux finalement. Exactement. D'accord. Ce qui est toujours un peu chiant, c'est par rapport à l'itinéraire que tu as décidé, trouver le meilleur billet d'avion qui va bien. Si tu as envie de faire 6 mois en Asie ou 6 mois en Amérique latine, pas trop dur, tu vas te trouver un aller-retour. Si tu vas en Asie, Paris-Bangkok, et l'autre tu vas trouver Paris-Cancun en général. En Amérique latine c'est le moins cher. Oh, tiens, tu me parles du budget, tu me dis c'est moins cher. Tu peux me parler un petit peu du budget? Ouais. Est-ce que tu avais économisé avant de partir? Combien est-ce que ça t'a coûté ce tour du monde? En gros, petites caractéristiques. Moi j'ai économisé pendant 6 ans justement, à partir de 15 000 €. Ce qui est à peu près le budget moyen d'un bon tour du monde. Ça peut être plus, ça peut être beaucoup, ça peut être moins aussi. Hein. Si tu fais en stop, tu dors chez l'habitant, etc. Donc ça dépend. Un peu environ, tu vis avec 1 200 par mois environ, à peu près, quelque chose comme ça. Non, parce qu'il y avait le billet d'avion dedans. Donc tu l'enlèves, en gros c'est 800 balles en fonction. Il y a eu des mois, il y a eu des pays de Nouvelle-Zélande c'était plus, d'autres c'était moins. Là où c'était 600 balles pour un mois. Donc, et qu'est-ce qui te coûtait le plus cher dans ces pays-là? Alors j'imagine première chose c'est les billets d'avion. En fait c'est les déplacements. C'est les déplacements, c'est plus tu te déplaces, plus tu vois de choses, plus ça va te coûter cher. C'est souvent ça en fait. Donc si tu restes au même endroit, une fois que tu as payé ton déplacement, tu prends une auberge pas chère, tu vois, et tu manges dans des trucs raisonnables, bon voilà, c'est pas... Mais ce qui coûte cher c'est les déplacements. Et souvent la grosse portion, dans les 15 000, moi j'ai dû dépenser 14 000 €, un truc comme ça, en me faisant bien plaise. C'est la moyenne c'est la moyenne, c'est 15 000 après. D'accord. Pour un an. Puis comme je suis quelqu'un qui fait des recherches lorsque j'ai des invités, j'ai vu que tu avais développé une application sur le budget justement. Donc je pense que c'est un bon moment de l'introduire. Je te dis très honnêtement, j'ai pas eu l'occasion encore de la télécharger, mais je veux bien que tu m'en parles un petit peu, peut-être que certains d'entre eux sont intéressés. En fait on a voulu, c'est pareil en fait, c'est quand t'es... pas tout seul sur le projet du coup Non, on l'a fait ça, j'ai fait ça avec 2 autres potes. Cool. Et tu sais, quand t'es influenceur, blogueur voyage, t'as aussi cette appétence à vouloir créer des projets, à vouloir être à ton compte, t'as un côté entrepreneur. Et soit il y en a qui restent vraiment dans leur cœur de métier, qui est la création d'articles, de photos, de vidéos, de contenu voyage. Moi j'avais aussi envie de
pas de créer des projets qui me faisaient du sens, de diversifier les choses. J'avais envie de tester, j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses. Et en fait, on a eu cette idée d'application avec un pote qui permet en fait de gérer son budget en temps réel dans toutes les devises. C'est parce que par exemple, quand tu fais 6 mois en Asie, t'es obligé de suivre ton budget pour savoir combien il te reste. Parce qu'on voyait trop de gars qui étaient genre putain, j'ai tout cramé, faut que je rentre 2 mois avant, etc. Et parce que des fois tu fais pas gaffe, quand c'est pas ta monnaie, tu te rends pas compte. Alors que là, tu es en Asie, tu es au Laos, tu rentres tes dépenses dans la monnaie locale, tu pars en Thaïlande, tu rentres tes dépenses, et ça va te dire où est-ce que tu en es par rapport en fait à ton budget. Donc tu rentres d'abord un budget. Exactement. À la base, ok. Et en fait, ça va te dire où t'en es, ça va te dire les secteurs de dépenses, là où tu dépenses le plus. Tu vas dire, oula, peut-être que je lève le pied sur les boissons, sur les soirées, ou peut-être sur les transports où je vais un peu fort. Voilà. Donc ça a été un projet qui m'a pris du temps, qui a demandé beaucoup de temps et finalement d'argent et d'investissement. Et c'est en fait, tu vois, ça c'est un des projets où j'ai pas forcément bien réussi parce que, alors elle est sortie, ça nous a pris du temps, elle était top l'appli, mais en fait une appli ça devient malheureusement très vite obsolète aussi, tu vois, parce que les mises à jour iOS et les mises à jour ceci, est-ce qu'elle est disponible surtout pour iOS sur iPhone, et ben ça te Comment elle s'appelle cette application? Budgie. BUDGI. Exactement, Budgie. Donc elle est vraiment top, mais dans le sens où si tu veux après lui donner une dimension internationale ou une dimension vraiment ça grossit, il faut des gros budgets en fait. Et t'as un retour sur le nombre d'utilisateurs ou? Ouais, on avait eu plusieurs dizaines de milliers de personnes. D'accord, mais du coup vous avez pas continué à bien la développer ou comment? Bah en fait vu que c'est pas bah parce qu'après il faut des fonds en fait, c'est énormément tu vois une application c'est à peu près 10-15 000 euros aussi, tu vois. D'accord. Et quand tu penses que tu dis que là je viens de te dire que tu viens de faire un tour du monde avec, tu vois tes 10-15 000 euros, enfin tu vois dans l'idée quand tu... C'était vraiment un projet que tu voulais entreprendre. Voilà, qu'on a pu diviser, parce qu'en plus d'avoir l'âme d'un voyageur, il a la fibre entrepreneuriale. Non mais c'est surtout de se dire qu'est-ce qui me fait kiffer et qu'est-ce que je vais avoir envie de donner de l'énergie sans compter parce que ça me fait plaisir. Moi c'est le voyage parce que j'aime le vivre et j'aime le partager parce que moi c'est ma mission, c'est de donner à un maximum de gens l'envie de voyager et de bien voyager. Et d'ailleurs je dis bien voyager parce que je pense que maintenant ma mission ça va être de mettre plus l'accent sur les conseils aussi. J'aimerais revenir sur 2 termes que tu as dit qui m'ont beaucoup plu, et c'était ce que j'étais en train de vous dire au début. Tu as dit bien voyager, tu aimerais inspirer les gens à bien voyager. Est-ce que tu peux t'expliquer par rapport à ces 2 termes que tu as utilisés, quelle est pour toi la vision, quelle est ta vision des choses par rapport au voyage? Moi bien voyager ça correspond en fait au voyage, au tourisme responsable, au tourisme durable, ce qu'on appelle. De la même façon on a l'économie responsable, c'est pareil pour le tourisme. Et ça se manifeste comment quand on voyage? C'est au lieu d'aller dans une chaîne d'hôtels, on va essayer de privilégier pour aller dormir chez l'habitant, dans une petite auberge familiale. Pareil, quand on va manger, on va éviter d'aller dans des chaînes internationales. On va être dans le petit commerçant du coin, dans le petit boui-boui, et on sait que l'argent qu'on va dépenser, ça va aller directement et bénéficier directement à des locaux et non pas à des multinationales. Ça va être aussi essayer de consommer le moins possible de produits comme ça, parce que dans pas mal d'endroits, quand je dis comme ça, c'est des produits avec du plastique en fait. Je dis pas que c'est pas le produit en tant que tel, c'est parce que ces pays-là, il y a beaucoup de pays où l'écologie est très fragile parce qu'elle est encore là-bas très bien préservée et abondante, ils n'ont pas de système de retraitement des déchets de plastique comme nous. Donc ok, il y a des poubelles, mais en fait les poubelles elles vont juste dans des décharges en fait. Et c'est du coup... Non mais c'est un point intéressant, tu vois. Non, mais parce qu'autant en France, le plastique c'est recyclé. Et encore une partie. Encore, mais t'as raison que dans certains pays, tu vas... Je sais pas si t'es allé au Bhoutan. Non. T'as été au Bhoutan? J'ai été au Bhoutan, oui. Putain, t'as du vol toi. Et à tout petit pays, Bhoutan, c'est pas le PIB, pour eux c'est le BIB je crois, c'est le bonheur brut. Enfin, bonheur intérieur brut. Voilà, bonheur intérieur brut. C'est comme ça qu'ils font des calculs. Et bon, les guides touristiques mettent beaucoup l'accent sur la propreté des paysages, la beauté des paysages. Et qu'est-ce qu'on voit quand on arrive au pays? C'est qu'il y a des déchets partout. Il y a des déchets partout? Il y a beaucoup de déchets. J'ai pas envie de faire de J'ai pas envie de faire de la mauvaise pub pour le Bhoutan, mais il y a beaucoup de déchets. Donc c'est vrai que c'est une thématique qui est importante à prendre en compte. Donc je te remercie d'avoir parlé de ça et de ta vision des choses du coup vis-à-vis du voyage. Vas-y. C'est au-delà du déchet, c'est le respect aussi. Quand tu vas quelque part, tu y vas pour t'adapter, tu y vas pas pour imposer et imposer ta culture et ta vision des choses. Dans le sens où quand t'es français, tu vas pas dire ils ont pas du vin rouge ici, ils ont pas du saucisson, non en fait. Et puis c'est surtout, le principe il est nul. Si tu pars en voyage pour trouver les choses que tu as dans ton pays d'origine, le voyage en soi n'a aucun intérêt finalement.
il est différent et il y a des gens aussi, je peux comprendre, qui partent pas forcément en voyage, ils partent en vacances. Ils partent pour se détendre, ils ont une vie assez stressante, peu importe, avec beaucoup de responsabilités. Et partir à l'étranger, c'est synonyme de c'est exotique, voilà. Mais faut pas oublier que nos gestes aussi ont un impact sur les gens. Donc nous, on y va pour prendre un break. Eux, il n'y a que des gens qui viennent prendre des breaks chez eux et finalement, ça peut être beaucoup de pollution. Donc c'est aussi être responsable dans la façon de consommer sur place. Et tu vois, quand je dis vraiment la façon de consommer et respect des populations, c'est comme quand tu vas en Thaïlande ou quand tu vas dans certains à Cuba, il y a beaucoup de tourisme sexuel. Et il y a beaucoup de mecs et beaucoup de jeunes gars, hein, c'est pas des vieux pourris, non, il y en a, mais c'est aussi des jeunes qui vont aller se taper des prostituées parce que c'est pas cher et parce que. Mais ça apporte le vice dans des lieux où à la base il n'y en avait pas. Donc la Thaïlande, ça remonte maintenant, mais il y a des nouveaux pays qui se créent comme ça, ou des nouvelles destinations touristiques qui se créent, je veux dire, dans des pays où il n'y avait pas ça. Et vu que une jeune nana, elle va se faire peut-être un mois de salaire en une soirée ou deux, forcément que ses parents ils vont l'encourager à continuer, tu vois. Et s'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas d'offre en fait. Donc c'est vraiment important. Et la drogue, c'est pareil. Si tu commences à être là, vas-y, le lieu est cool, il n'y a pas un peu de bœuf, il n'y a pas un peu de trucs à choper, etc. À force, ils vont se dire les gens, non, on n'en a pas, mais peut-être que si on en a, on pourra se faire de l'argent, donc ils vont commencer à importer ça. La loi de l'offre et la demande. Exactement. Et ce que je veux dire, c'est que toi, tu es là, tu es en voyage, tu es en vacances, ça peut te paraître rien, mais t'apportes un vice, t'apportes ton vice à toi qui ne s'applique pas, il ne vaut mieux pas en tout cas l'appliquer à ces endroits-là, préservés, et il y en a plein des lieux préservés. Donc toi, ton message, c'est de dire aux gens qui aiment bien le voyage de ne pas contribuer à tous ces vices-là. Exactement, personne n'est parfait, moi aussi je suis pas parfait, des fois aussi j'ai manqué un paquet de chips dans un pays étranger ou des trucs comme ça. Mais c'est de le faire le moins possible et d'en avoir conscience en fait, pour que chaque jour, on enraye tout ça. J'ai pu voir avec ces quelques minutes de discussion, c'est que l'économie collaborative et l'écologie, voilà, tous ces domaines-là te tiennent à cœur. J'ai entendu dire que tu avais fait pas mal de bénévolat chez un maraîcher apiculteur. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de cette situation, de ton expérience? J'ai fait du bénévolat parce que j'avais parié un mois de ma vie avec un pote. Ah mais ça faut pas le dire, ça casse tout. Non, mais c'était génial parce que à la base j'étais prêt à ça en fait. On était prêts et c'était un mois de notre vie justement dans des projets un peu comme ça. Cool. De la permaculture et des choses comme ça. J'ai perdu. Et dit alors, c'est bon, tu le fais ou pas? C'était quoi le pari si c'est pas indiscret? Ah c'est perso, c'est perso. C'est perso, on va pas pouvoir rigoler ce soir. Et en fait, il m'a dit, moi j'ai mon frère qui vient de se lancer dans le maraîchage et aussi dans l'apiculture. Il a besoin d'un coup de main et j'y suis en ce moment, si tu veux, vas-y, viens. C'était en quelle année ça? C'était en 2015 je crois. D'accord, 2015. Comme ça. Okay. Ouais. C'est top. Et en fait j'ai trouvé ça génial aussi, ça te montre, tu vois, aujourd'hui je suis dans un autre univers, dans le côté nomade digital où je réalise mon rêve, je suis dans les nouveaux métiers, des métiers, tu vois, de créatif, influence, internet. Et en fait, c'est ça que je trouve génial, c'est de revenir aussi et de souvent remettre les pieds sur terre et les gens qui nous font vivre, tu vois, les vrais gens, tu vois, les vrais maraîchers à l'échelle locale, etc. Et tu remets les mains dans le cambouis, tu remets les mains dans la terre et ça fait du bien. Et ça fait du bien aussi parce que c'est ça la vie, tu vois, à la base. Il consistait en quoi exactement ton travail avec ce maraîcher apiculteur? C'était, là on faisait les nouvelles ruches, on a construit une nouvelle ruche, on les a peintes pour pouvoir accueillir. Donc en plus t'as bricolé. Reines. Ouais, on a bricolé, j'ai coupé du bois. Le bois c'est important pour tout le monde, tous les corps de métier. Bien sûr. Même les maraîchers apiculteurs. On a planté des nouveaux légumes, on a nettoyé la grange, on a coupé du bois, on a fait des trucs comme ça. C'était une bonne expérience et en plus t'as donné un coup de main pendant un mois à quelqu'un. Exactement. C'est super. Bon on pourrait en parler pendant 30 minutes de cette expérience là, mais j'aimerais que tu me parles d'une autre expérience. Okay. Tu m'as parlé de permaculture. Ouais. Tu connais la question que je vais te poser. Ouais, j'ai entendu dire également que tu avais fait un stage de permaculture en Pyrénées. Exactement. J'attends ton retour sur cette expérience. C'était un moment de ma vie où j'avais besoin de souffler, j'avais besoin de couper avec le côté blogueur. Et je m'étais un peu lancé là-dedans, mais j'avais besoin de couper, savoir faire un point, savoir où j'en étais. Parce que je venais de me séparer aussi avec ma copine. Et tu vois, ça c'est pareil, c'est quand tu te lances à fond dans quelque chose, faut être prêt en fait à faire des concessions et à te dire que tu vas peut-être perdre à côté certaines autres choses.
ça peut être des soirées, tu n'auras peut-être plus le temps de le faire avec tes potes, ça peut être aussi, tu es tellement dédié à une cause que tu n'as plus de temps pour ta copine, moi c'était même plus avoir du temps, c'est que ça m'avait mis en fait j'étais devenu un peu stressé parce que je savais pas comment j'allais gagner de l'argent, combien j'allais en gagner, j'avais cette responsabilité, j'avais besoin de bosser et je faisais plus attention à elle, en plus j'étais devenu tendu, j'étais devenu quelqu'un de beaucoup moins agréable à vivre au final et ce truc se retournait contre moi, je m'en rendais pas compte et du coup on s'est séparés et j'avais besoin d'un renouveau, donc le renouveau c'est mettre les mains dans la terre, c'est revenir aux choses essentielles et la permaculture pour moi c'est magnifique, la permaculture c'est quand même l'esprit de comment tu utilises ce qu'il y a dans ton environnement autour de toi, tu crées un écosystème et tu essaies de le bonifier, de le rendre meilleur. Donc c'est tout ce qu'on fait à l'inverse de notre quotidien, parce que dès qu'on arrive quelque part, on le pollue, on pille les ressources, etc. Ça t'a appris beaucoup de choses ce stage? Ça m'a appris en fait que tout est quand même lié et que on peut pas penser un légume, on peut pas penser un truc, tout est entremêlé en fait et chacun peut s'aider, la nature est tellement bien faite, on veut la décorréler en disant j'utilise ça, je vais cultiver ça, etc. La permaculture ça s'applique pas que au jardin en fait, ça s'applique aussi à l'environnement de vie, aux entreprises, c'est comment tu fais quand tu as des ressources naturelles et des ressources humaines pour créer un environnement, un écosystème qui va se bonifier. Ah, mais c'est sûr que le concept de permaculture est très intéressant en soi. Alors peut-être que c'est pas fait pour tous les écosystèmes, je sais pas, je suis pas très connaisseur. Après comme tu dis, le principe c'est de s'adapter à ton écosystème. Exactement, et d'essayer encore une fois, au lieu d'arriver et de prendre, c'est de créer quelque chose qui va être dans du positif, tu vois. Tu crées un espace de travail, ça va être dans la relation humaine, comment tu vas essayer ok, les employés te donnent du temps de travail, même si tu les payes, ils vont donner de leur temps et de leur énergie. Mais comment derrière toi, en tant qu'entreprise, tu vas essayer de les mettre bien, de les faire se sentir bien, de les faire monter en compétences, de créer des synergies, de leur apporter un CE intéressant, de leur apporter des projets autres que leur boulot de base pour qu'ils se sentent bien dans leur boulot et dans leur vie en fait. C'est cet état d'esprit là en fait. D'accord, c'est intéressant. On peut leur faire un petit peu de pub aux gens qui ont fait le stage, que je connais pas. Ouais, c'était Permaterra, c'était J'aime bien toujours encourager ces choses. Ouais, mais... C'est pour ça que c'est ça aussi une des beautés quand t'es blogueur et quand t'es influenceur, c'est justement donner de la visibilité à des choses qui autrement n'auraient pas beaucoup de visibilité. Bon, alors on arrête avec la permaculture, même si c'est un sujet qui est très intéressant. Non, ça t'a saoulé, ça t'a saoulé. On peut en parler pendant des heures. Mais j'ai encore quelques questions à te poser et la lumière est en train de nous quitter. Et puis c'est pas tout, mais il faut qu'on installe la tente pour le bivouac. Hein. Voilà, alors je reprends ma petite liste de questions. Quels sont tes objectifs et tes prochains projets? Ah, mes objectifs. J'ai eu la chance, de 2018, c'était l'année où j'ai réalisé mes rêves. Je me suis dit, tu sais, des rêves, un jour je ferai ci, je ferai ça. Je dis, ok, j'en ai marre de remettre à demain mes grands rêves. Donc 2018, j'ai réalisé mes rêves. J'ai réalisé. Le premier, ça a été de pouvoir créer un projet humanitaire en Afrique où on a été distribuer des dons, des kits scolaires, des kits médicaux et on a fini de construire une école et 2-3 autres projets comme ça. Avec un partenaire et aussi et mon pote. C'était quel pays en Afrique? C'était entre le Rwanda, le Burundi et la RDC. Donc c'est des endroits qui sont encore assez chauds. Donc ça a été le premier. Ensuite, on a tourné j'ai participé à un projet télé qui verra le jour l'année prochaine. Donc ça c'est quelque chose que je voulais. On peut pas le dire pour l'instant. On peut pas le dire. Il y aura une grosse marque. Ouais, en tout cas c'était cool, c'était vraiment intéressant de faire ça. J'ai aussi emmené mon père en voyage en sac à dos en Géorgie parce que j'avais vraiment envie de partager ça avec lui, qu'il comprenne pourquoi j'aime ça. C'est la première fois que tu voyages avec ton papa? Comme ça, qui me suit moi dans ma façon de voyager, ouais, donc c'était vraiment sympa. Et récemment, je viens de réaliser un de mes plus grands rêves personnels qui était de nager avec des baleines à bosse. Je suis allé aux îles Tonga pour ça. Et ça, c'était vraiment incroyable. Donc je pense que c'est une année qui est bien remplie alors. C'était une très belle année. Je pense que 2019, ça sera l'année un peu du renouveau, c'est-à-dire comment je donne un nouveau virage à ma vie, comment je redonne des nouveaux objectifs, des nouveaux challenges et surtout en gardant en ligne de mire mon vrai grand rêve, tu vois, à long terme, ça va être ma maison dont je t'avais parlé pendant la rando. Mon rêve, c'est d'avoir une maison en bois avec des grandes baies vitrées, une terrasse sur le toit, dans la forêt, au bord de l'eau. Voilà, ça c'est mon objectif de vie. Donc si vous avez un terrain qui reprend toutes ces caractéristiques, forêt, eau, terrasse sur le toit, ouais, et baies vitrées. Et baies vitrées. Bon, un petit message sur Insta. Ouais, exactement, ça serait sympa. On parlait voyage, on parlera voyage. Tes difficultés quand tu as voulu partir, je reviens un petit peu en avant. Ouais. Est-ce que tu as rencontré beaucoup de difficultés vis-à-vis
de tes proches, vis-à-vis de ta famille. Et puis en plus toi c'est encore mieux pour que je te pose la question puisque ta vie est faite entre guillemets de voyages. Ça c'est beau ça, ta vie est faite de voyages. Je la ressortirai. C'est un peu le cas. Au niveau social, comment est-ce que tu as géré tout ça? Parce que peut-être que certaines personnes qui auraient envie de partir du jour au lendemain faire le tour du monde, sur papier c'est beau mais finalement c'est pas forcément aussi simple que ça. Donc j'aimerais bien avoir ton retour. Je pense que chaque retour dépend de chaque personne. J'aimerais bien avoir le tien. En fait, il faut comprendre que ça, c'était un rêve que j'arrêtais pas de répéter depuis longtemps. Donc le jour où j'ai dit ça à mes parents, entre guillemets, fait ah bon, mais ils s'en doutaient en fait. Mais je me souviens, c'était un dimanche, j'ai dit maman, ça va, ouais, comment s'est passé ton week-end? On raconte son week-end, puis je dis ça, t'as assise? Il me fait ouais. Bon, bah écoute, c'est fini avec donc ma copine de l'époque. Ah bon et tout, bon bah mince, bon je m'en doutais. Première nouvelle. Ensuite j'ai dit bon bah je vais partir en tour du monde finalement. Ah bon, d'accord. Ah ouais. Mais avec qui? Bah tout seul. Ah bon, d'accord. Mais ton boulot? Bah j'ai claqué madame. D'accord. Et puis j'ai eu un accident de voiture aussi aujourd'hui. Allez, ciao. Donc c'était un sacré coup de fil. C'est bien, 5 nouvelles en un coup de fil. Ouais, mais faut rentabiliser. Ah bah t'as raison, alors là je pense que tu peux difficilement rentabiliser mais plus. En fait il y a un truc qui a été assez génial avec mes parents et mes proches, c'est qu'ils m'ont toujours en fait encouragé. Ils m'ont toujours soutenu, c'est ça que tu veux, ça qui te rend heureux, vas-y fonce, tu vois. Quand tu prouves aussi à ton entourage en permanence que t'es quelqu'un de responsable, t'es quelqu'un qui quand il fixe un objectif, il y va et il se donne les moyens, bah les gens ils te font confiance et te soutiennent. Si après ton tour du monde c'est ou un grand voyage, c'est une façon pour toi de te révéler parce que tu es un peu paumé dans ta vie, bah, y a un moment, il faut que tu dises à ces gens-là, faites-moi confiance maintenant, j'ai besoin de me trouver et ça va m'aider à aller de l'avant et à devenir meilleur. De toute façon, faut comprendre quelque chose aussi, c'est que c'est pas les gens, c'est pas tes futurs amis, c'est pas ta famille qui sur le long terme va payer tes factures et va te rendre heureux. Ils vont être là, ils vont te soutenir, etc. Mais c'est pas eux, c'est toi-même qui va d'abord payer tes factures, te débrouiller et te rendre toi-même heureux. Et pour ça, si tu sens que le voyage ça peut être une clé pour toi pour avancer dans ta vie, et fais-le en fait. N'écoute pas ce que les gens pensent. Fais ce que toi à l'intérieur, tu ressens qui est bon pour toi en fait. Y a pas de... C'est un point sur lequel je voulais revenir. Ouais. Puisque, alors au cours de la randonnée, j'ai pu parler un peu avec Alex et le point clé qui est ressorti, c'est que tu étais quelqu'un qui fonctionnait vraiment à l'instinct. Ouais, c'est vrai. Tu as envie de le faire, instinctivement, si tu aimes bien, tu y vas aller. Ouais. Tu te poses pas 40 000 questions et voilà. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est quelque chose que, encore une fois, tu développes en voyage. Parce que, tu sais, dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, tu sens pas un truc, mais bon, je le sens pas, mais bon, je sais pas, tu vas chez le dentiste, je le sens pas, il a l'air chelou, je sens qu'il va me faire mal, il a pas l'air d'être bon. Ouais, mais ton prochain rendez-vous, sinon il est en 3 mois, et puis, de toute façon, maintenant que t'es là, voilà. Donc t'y vas, et au final, le mec, il t'a éclaté la bouche, t'es dégoûté. Quand t'es en voyage, t'as pas tous ces repères, tu peux pas compter sur tes potes, tu peux pas compter sur tes habitudes, l'environnement que tu connais, puisque tout ça, ça n'existait pas. Tu peux compter que sur toi-même, sur ton ressenti, et essayer de comprendre ton environnement à l'instant présent. Et donc ça va affûter ton instinct, ça va affûter ton esprit d'analyse, de ressenti. C'est pas ton analyse, c'est de ressenti en fait. Et moi aujourd'hui, j'essaie de garder ça, même si c'est dur dans son quotidien, parce qu'on a encore une fois des impératifs, du stress, etc. Mais j'essaie de me dire, oh attends, si je le sens pas, je le fais pas, terminé. Parce qu'à chaque fois que j'ai voulu aller à l'encontre de ça ou dire je le sens pas mais c'est pas grave, en fait la vie m'a prouvé que j'avais tort en fait de pas suivre mon instinct, parce que mon instinct m'a dit non, on le fait pas. Donc la morale, pour toi, t'as fonctionné au feeling et le feeling s'est toujours révélé intéressant. Quand tu mets en pratique ce que ton corps et ce que ton cœur te dit, t'es toujours gagnant en fait. Je dis pas que ça va être facile, mais je dis que c'est le bon chemin. T'es sûr que t'es dans la bonne voie. Et ça c'est pour tout, et pas que pour moi, pour tous les entrepreneurs, pour tous les voyageurs, c'est pareil. Suis ton instinct et c'est la bonne voie. Il y a un autre concept qui me saoule en France, c'est l'échec c'est mal. L'échec c'est génial. Évidemment c'est chiant de se planter, mais c'est un step de plus vers ta réussite. Tu sais ce que ça marche pas, donc t'as rayé une des possibilités, c'est-à-dire que t'en as de moins en moins, et plus tu fais d'échecs, plus tu sais exactement ce qu'il va te falloir et où est la solution en fait. Bon, on va venir à la fin de l'interview puisque mine de rien il commence à se faire tard. On pourrait parler encore quelques heures, mais je vais arriver avec des questions, on va dire, de conclusion. Vas-y. J'ai quelques questions pour toi. Est-ce que tu aurais un livre sur le voyage, donc dans ton domaine,
qui t'a beaucoup inspiré et que tu conseillerais à des débutants ou pas débutants qui aimeraient en savoir plus sur la niche du voyage? En fait, je pense que le meilleur livre de voyage, c'est celui qui va t'inspirer en fait et qui va te donner envie de te dépasser, de sortir de ta zone de confort. Moi, ce bouquin-là, c'est Latitude Zéro de Mike Horn, qui est très connu. Mike Horn est un super aventurier. C'est un gros aventurier, ouais. Et en fait, dans ce livre, il raconte son tour du monde qu'il a fait en suivant la ligne de l'équateur. Donc tu traverses quand même, le mec a notamment traversé tout seul un océan, tu vois, en naviguant, l'océan Atlantique. Il a traversé la forêt amazonienne tout seul aussi pendant 3 mois. Et je me suis dit, waouh, on peut faire ça en fait. Il y a des gens qui y arrivent. Alors, toujours pareil, hein, tu connais l'adage qui dit vise la lune, parce qu'en cas d'échec, t'atterriras dans les étoiles. Donc, quand t'as un mec comme ça qui peut faire ça, tu dis peut-être que toi, t'es pas à ce niveau-là, et c'est pas important, c'est pas grave, mais tu peux quand même faire des trucs. Et genre, le monde, il est quand même stylé, il y a plein de trucs à faire. Et ça m'a donné vraiment le goût pour l'aventure, et en tout cas, de me dire, waouh, faut que j'essaye de faire des trucs moi aussi à mon échelle, mais d'essayer. Très bien, donc Attitude Zéro, Mike Horn. Latitude Zéro. Latitude Zéro. D'accord. Je mettrai un lien s'il y en a qui sont intéressés. Moi, ça m'intéresse. J'irai le livre, ce livre, quand j'aurai un petit peu de temps. Prochaine question. Est-ce que tu aurais, d'une part, des conseils à donner à des gens qui aimeraient faire comme toi? À la base, tu fais ce métier en commençant parce que tu as envie de partager une passion, et surtout, tu as envie de partager cette passion parce que tu veux être utile aux gens qui ont la même passion que toi, et du coup leur rendre la vie facile. Si toi tu as galéré sur des trucs, et tu vas essayer de leur rendre la vie la plus facile parce que toi tu es déjà passé par là, et tu vas leur filer tes petits conseils et tes bonnes astuces. Et si tu es bon dans le partage de cette passion là, tu vas avoir de plus en plus de monde qui va te suivre pour ça, pour ta générosité, parce que tu leur donnes de la plus-value. Et à force d'avoir une communauté qui grossit, au bout d'un moment tu vas avoir une communauté qui intéresse potentiellement des partenaires. Et donc là, c'est à ce moment-là que potentiellement tu peux monétiser et en faire ton métier, ou gagner de l'argent, ou avoir des dotations et des choses comme ça. Mais c'est vraiment dans ce sens-là que ça marche. Malheureusement, il y a des gens qui voient le côté surtout blogueur voyage. Ah attends, je peux avoir des vacances gratos. Viens, on monte un compte Instagram, on fait des photos, puis hop, on va avoir des hôtels gratuits, des trucs. C'est claqué. Faites pas ça. Franchement, ça marche pas. Et en fait, c'est totalement l'inverse de ce pourquoi être influenceur à la base c'est fait. Tu vois, même les humoristes, ceux qui font des vidéos humoristiques, eux ce qu'ils veulent c'est partager à la base, leur faire rire les gens. C'est ça qui les fait kiffer, tu vois. Et moi ce qui me fait kiffer c'est donner aux gens l'envie de voyager. J'ai fait ça pendant 4 ans sans gagner une seule thune. Et sauf qu'un jour il y a un mec qui m'a appelé et m'a dit viens faire chicha chez moi. Je dis non mais je te rémunère en fait. Ah ouais. Genre tu veux dire que je fais pareil que ce que je fais d'habitude, sauf que là j'ai gagné de l'argent. Ouais c'est ça. Ah putain. Vous savez, pour ceux qui me suivent, moi je suis quelqu'un d'assez jeune et j'aime beaucoup le développement personnel, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat. Et du coup je me pose aussi beaucoup de questions puisque c'est pas forcément facile lorsqu'on est jeune d'aller à l'encontre du système, entre guillemets. Ouais. Donc j'aimerais avoir ta vision des choses. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, du coup plus dans la niche du voyage, mais à des jeunes comme moi, peut-être un peu plus vieux, qui sortent d'études et qui vont rentrer dans leur carrière, qui vont rentrer dans le monde actif? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Mais qui veulent faire quoi? Quelle que soit une valeur ou une qualité qui est importante à tes yeux. Si, il y a 2 qualités en fait. La première qualité c'est d'arrêter de se dire que quand tu as un diplôme, c'est bon, tu as fini d'apprendre et maintenant tu peux pratiquer ton métier et c'est cool. Je pense que c'est la plus grosse connerie et que malheureusement que j'ai fait pendant des années, parce que quand je rentrais du taf j'avais pas envie spécialement d'apprendre quoi que ce soit en plus. Mais du coup je me suis retrouvé à bosser quasiment, j'ai très peu appris finalement pendant 5 ans de boulot. J'ai appris des compétences qui m'ont permis de faire mon métier, mais peu de choses. Quand je vois ce que j'ai appris en l'espace de même les 2 dernières années, en fait, ce qui est important, c'est toujours essayer d'apprendre continuellement. Mais d'apprendre par mission, de se dire, tiens, j'ai envie de faire tel truc, du coup, je vais apprendre ça parce que cette qualité ou ce skills, cette compétence, il va me permettre d'atteindre mon objectif. Donc je sais pas, ça peut être apprendre l'espagnol, ça peut être danser la salsa et dire je vais apprendre ça. Ça peut être aussi tiens j'ai envie de me lancer sur Instagram et de faire des belles photos. Ok, je vais apprendre à faire des belles photos et pas juste je vais faire des photos sur Instagram, c'est essayer d'apprendre. Et il y a un truc qui m'a vraiment changé la vie, c'est la façon d'apprendre. Il y a 2 façons d'apprendre. La façon empirique où tu vas essayer, tu vas apprendre, des fois tu vas y arriver, des fois tu vas plus y arriver, des fois tu vas grave progresser, des fois tu vas stagner. Et t'as l'autre façon, parce que la première finalement c'est celle que j'ai fait pendant des années et qui est la plus pourrie, parce que tu vas être souvent frustré, tu vas pas vite apprendre. La meilleure façon d'apprendre, est-ce que les jeunes ont vraiment le réflexe
parce qu'aujourd'hui vous avez compris qu'il y a tout sur internet, c'est de se dire je vais apprendre quelque chose, ok, je vais voir s'il n'y a pas ça sur internet. S'il n'y a pas ça sur internet, je vais acheter le bouquin qui va bien. Ou je vais appeler un mec, je vais essayer de trouver en contact avec quelqu'un qui sait faire. Et c'est toujours essayer de, pas toujours trouver la solution par soi-même, mais essayer d'apprendre la compétence et de la mettre en pratique. En fait, il y a un truc qui m'embête dans ce côté éducatif, de la façon dont on le vit aujourd'hui, c'est qu'on s'en remet à des gens, dire tiens voilà, vous formez-moi. Plutôt que se dire moi j'ai besoin de ça, je vais essayer d'aller suivre lui parce que je le trouve pertinent. Toi je vais te suivre aussi toi, ou là je vais apprendre telle compétence et je vais me responsabiliser en fait un peu sur mon apprentissage. Et j'ai l'impression que quand on est dans une école, on se dit bon bah voilà, je suis là et j'avale ce qu'on me donne. Plutôt que d'être plutôt proactif par rapport à l'apprentissage et s'auto-responsabiliser par rapport à ça. En fait, ce qu'il y a, c'est ça, c'est de se dire, apprends en permanence, apprends toujours par rapport à d'autres, tu vois, apprends des exemples. Et la deuxième valeur qui pour moi est super important, ça peut paraître con, mais il y a quasiment personne qui le fait, et moi aussi des fois ça m'arrive pas à le faire, c'est sois transparent et honnête. Transparent, honnête, ne mens pas. Pourquoi? Je te parle d'un exemple en commercial. Souvent quand tu débutes, tu as fait une merde, tu vas essayer de faire un petit mytho à ton client, genre ouais non parce qu'en fait ça on est désolé, etc. Le jour dans ta vie où tu vas commencer à vraiment assumer ce que tu fais, que ce soit les choses bien ou les conneries, dis-toi, ton client, c'est pas qu'il va pas être en colère quand tu dis écoute on a foiré, je suis désolé, on ne t'aura pas ça ou ça va pas être possible. Il sera peut-être en colère, mais il te pardonnera toujours. Par contre le jour où ton client ou quelqu'un s'aperçoit que tu l'as pris pour un con, que tu l'as mytho, c'est fini, il n'y a plus la confiance. Et s'il y a bien un truc qui est super important pour construire des beaux projets, des belles choses dans la vie, c'est avoir confiance avec les personnes avec qui tu bosses. Je suis bien d'accord avec toi. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé d'appliquer et plus ça va, plus je suis intransigeant là-dessus. Et finalement, j'écarte de moi les partenaires, les gens avec qui je sens pas, qui j'ai l'impression qu'on n'est pas transparent ou à qui je peux pas avoir confiance, juste je le sens pas. Tant pis, je préfère travailler moins, je préfère gagner moins, mais je me sens bien en fait. Et les gens de qui je m'entoure, les vraies personnes, c'est les personnes en qui j'ai confiance. Et ça c'est tellement plus sain, on se sent tellement bien dans sa peau quand on n'est pas sur ses gardes, mais au contraire, on est dans de la confiance et on sait que si on a une merde, il y a des gens sur qui on peut compter et qu'on sait aussi qu'on va pas se prendre un couteau dans le dos, plutôt qu'essayer de s'associer avec des gens à qui potentiellement ça peut être cool parce qu'ils sont bons, parce que sur leur secteur, parce que sur leur machin, mais que tu le sens pas, un jour ça peut se retourner contre toi. Et ça j'aime pas, ça m'est arrivé et ça j'aime pas. C'est super profond ce que tu es en train de me dire. Mais je suis d'accord, c'est deux valeurs qui sont intéressantes. T'as trouvé que c'était profond? Moi je trouvais ça balèze aussi, franchement j'ai kiffé. Non, j'ai senti que t'étais ouais. Je récapitule. Non, ça t'a vraiment ouais. Première valeur, ne jamais cesser d'apprendre. Deuxième valeur, restez toujours honnête et assumez toujours ce que vous faites, que ce soit des points positifs ou également vos erreurs. Pour terminer cette interview, Alex, est-ce que tu peux leur dire où est-ce qu'on peut te trouver? Parce que je pense qu'avec les propos tellement profonds que tu leur as donnés, c'est fou. Je pense que là ils vont directement aller chercher. Non, écoute, si tu me regardes et que ça t'intéresse un peu le voyage ou tu as envie d'en savoir plus là-dessus, sur mon aventure, tu tapes juste Alex Vizeo, V-I-Z-E-O. Sur Facebook c'est mon nom, sur Instagram c'est mon nom, sur YouTube c'est mon nom aussi, et c'est le nom de mon blog aussi. Donc Instagram, YouTube, Facebook, Alex Vizeo et mon blog également. Moi, je vous conseille vivement d'aller écouter ces podcasts. Je suis un fanat de podcasts. C'est gentil. Que ce soit sur le développement personnel ou sur l'entrepreneuriat ou sur maintenant le voyage. Je t'emmène en voyage justement. Exactement. Mais là, c'est ce qui est intéressant sur ce podcast, c'est que pour une fois, c'est pas moi qui jacte, c'est qui sort mes belles valeurs ou mes trucs profonds, c'est que j'interviewe des gens qui ont vécu des voyages insolites ou extraordinaires et qui ont des choses. Donc ça va d'un aventurier qui a été dans les 4 coins les plus extrêmes du monde à une jeune fille qui est partie toute seule à vélo faire un tour du monde. Donc je donne la parole à des gens qui pour moi sont très importants parce qu'ils ont vécu des belles choses, ils ont encore plein de belles choses aussi à apprendre que voilà, c'est des profils différents de moi et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment intéressant, je vous le conseille. Merci. De toute manière, vous retrouverez tous les liens dans la description, comme d'habitude. Bouillard, voilà. Bouillard. Et sur ce, on va pouvoir finir l'interview. Alex, on s'est serré la main au début, on se serre la main à la fin. Mais on reste quand même ensemble pour pouvoir oui, bien sûr. Ah d'accord, c'est formel. C'est très à l'ancienne, j'aime bien, c'est très formel. Bonjour, merci. C'est à la politique. Voilà. En mode on sourit alors qu'on s'aime pas. Exactement, alors super, on va faire tant à part si tu veux. Si vous souhaitez visionner la vidéo de notre bivouac, de notre randonnée, alors vous retrouverez également le lien dans la description. J'espère que cette interview aura pu vous intéresser.
On pourrait parler encore de beaucoup de choses. Ben pourquoi on s'arrête de parler, genre, non, mais dans cette vidéo, malheureusement, il faut qu'elle reste 1 heure déjà. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer quand la caméra va s'éteindre? Et ça, on n'en parle pas assez. Ça, on n'en parle pas. Mon pote, on va se faire un petit calandos là, pam pam, qu'on va se réchauffer. Un petit reblochon, ça va être très bon. Avec du lard. Oh là, c'est un reblochon de Savoie, pardon. De Savoie en plus. Donc voilà, je vous mettrai le lien de ce bivouac dans la description. Et si vous aimez ce format des interviews, c'est un petit peu nouveau pour moi, mais moi j'aime beaucoup apprendre des gens qui m'inspirent. C'est aussi une forme d'apprentissage. Donc dites-moi si ça vous a plu, dites-moi comment je pourrais améliorer ça. J'attends vos retours et dites-moi également si vous avez des personnes ou des domaines particuliers que vous aimeriez. Je n'arrive plus à parler. Non, je pense qu'il fait trop froid et ta mâchoire est engourdie. Je pense que, si tu me permets, je pense que si vous voulez qu'il interviewe certaines personnes ou des gens qui sont dans un domaine en particulier qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça l'aidera. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Attends, je le fais parce que là t'es fatigué. Abonnez-vous à sa chaîne si c'est pas déjà le cas et que tu tombes sur cette interview. Et puis moi aussi tu peux, hein. Enfin si t'as rien que d'autres choses à foutre, hop, t'appuies, tu mets un petit commentaire. Voilà. C'est parfait. Allez, avec moi. Allez, on va manger ce reblochon. Allez, c'est parti, on va se réchauffer un peu. Entre nous, c'était sympa quand même, hein. Il a des choses intéressantes à dire. Je ne pensais pas au début, mais finalement il a quand même quelques trucs intéressants. Mais ouais, carrément. Allez, ciao. Parce que ça peut être destructeur aussi le tourisme. T'es dans un lieu un peu paumé, t'arrives, les gens ils font n'importe quoi, ils jettent leurs déchets, ils demandent l'internet ou des trucs comme ça. Donc c'est aussi ma mission et ça va être de plus en plus, surtout avec les problèmes que la planète est en train d'avoir et c'est en train d'être exponentiel, tout le monde en parle. C'est donner aux gens envie de voyager parce que ça ouvre l'esprit, ça fait du bien, mais ça va aussi de donner les clés aux gens pour dire ok, tu peux aller là-bas, mais il faut que ton impact il soit positif si tu vas quelque part en fait. Et ça c'est super important et c'est quelque chose que j'ai pas assez fait, donc ça va être aussi une nouvelle mission pour moi d'accorder du temps à des choses qui sont importantes, qui sont essentielles pour moi, mais que j'ai pas donné assez de temps.